L'échiquier international, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Troisième journée consécutive de salves de missiles échangés de part et d'autre entre l'entité sioniste et l'Iran. On a d'ores et déjà prévenu que la guerre, car il faut nommer les choses par son nom, allait se prolonger dans une région aussi noueuse que le Moyen-Orient. C'est une large partie du monde qui risque d'être touchée en effet. L'entité sioniste a donc bombardé dans la nuit de vendredi l'Iran avec une attaque aérienne inédite de grande ampleur. La raison, une guerre préventive contre le programme nucléaire de Téhéran. La guerre préventive, on le souligne, est une expression qui fait florès dans de nombreux médias occidentaux et certains porte-parole politique occidentaux, si ce n'est que le concept est étranger au droit international. Le président français Macron Emmanuel a également fait sienne cette expression qui est surtout une violation flagrante du droit international, on le dit ouvertement. Oui, encore une, on discute de cette thématique et de bien d'autres choses. À tout de suite. Troisième journée consécutive d'une guerre que tout le monde redoutait, mais que personne ne voulait croire entre l'Iran et l'entité sioniste. Que peut-on dire pour en parler? Avec nous ce soir, Azad Kian, spécialiste de l'Iran et professeur de sociologie politique. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, monsieur. Et également pour cette table ronde virtuelle, un écrivain, Claude Janvier. Salutations, bienvenue Claude Janvier. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors commençons par vous, Kian Azadeh. Vous êtes universitaire franco-iranienne. Vous êtes en contact certainement avec les Iraniens du pays qui subissent des bombardements en ce moment. Ne m'en veuillez pas de personnaliser ma première question, mais comment vont les Iraniens du pays aujourd'hui? On dénombre, on le rappelle, 80 morts, entre 80 et 120 morts. Quels sont les échos que vous avez du pays? Les Iraniens, en tout cas ceux et celles que je connais, que j'ai pu contacter ou que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, vont très mal. Ils sont tétanisés, ils ont peur et ils voient aujourd'hui la destruction de leur pays, pas seulement les bases militaires ou nucléaires, mais bel et bien les quartiers résidentiels, et comprennent pas pourquoi Israël bombarde aveuglement les quartiers en tuant des civils innocents. Ils sont très inquiets. Ils comprennent même pas pourquoi un certain nombre de pays occidentaux soutiennent ces frappes sous prétexte que Israël a le droit de se défendre, de se défendre en attaquant un pays. Eh bien, vous savez que ça n'existe pas dans le droit international. La notion de guerre préventive n'existe pas dans le droit international. En ce qui concerne les sites nucléaires également, comme l'a dit très bien Monsieur Al-Baradei, qui est l'ancien responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est aussi interdit par les conventions dont les pays occidentaux sont signataires. Donc, effectivement, tout ce qui se passe, ces frappes israéliennes sont totalement illégales et l'attaque contre l'Iran est illégale. Et donc, effectivement, les Iraniens sont très, très inquiets. Aujourd'hui, tout le pays est en train d'être détruit par les frappes israéliennes. N'oublions pas que l'armée israélienne est l'une des plus puissantes armées au monde, ravitaillée, alimentée par à la fois les États-Unis, bien sûr, mais également un certain nombre de pays occidentaux, y compris visiblement la France, comme l'ont démontré un certain nombre d'ONG françaises. Donc, il s'agit d'une guerre entre, disons, une guerre à la fois illégale, mais également entre deux pays, dont un qui possède à la fois une armée hyper puissante, des dizaines et des dizaines d'ogives nucléaires, contre un pays qui n'a pas d'armes atomiques, fort heureusement, je dirais, et qui a un arsenal militaire
militaire très, je veux dire, limité. Canazadeh, faisons un petit retour dans le passé, à court terme. Depuis quelques mois, on observe une forme de pacification de l'Iran avec nombreux de ses partenaires ou voisins de la région. On a vu des tournées des diplomates iraniens au sein des pays arabes, par exemple au Koweït, à Bahreïn, en Égypte. Même avec l'Arabie saoudite, l'ennemi de toujours, la hache de guerre, était en train d'être enterré, enfin c'est toujours le cas. Les Iraniens ont renoué avec les négociations avec l'AIEA, Oman, Téhéran a demandé la levée des sanctions. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur tout, mais la diplomatie retrouvait sa place petit à petit. Jusqu'à cette fameuse nuit de vendredi, pourquoi cette guerre maintenant selon vous? Écoutez, je pense que Netanyahou poursuit plusieurs buts. Premièrement, pour saper justement les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis, parce que toute solution pacifique, toute solution diplomatique entre l'Iran et les États-Unis ou l'Iran et l'Occident concernant son programme nucléaire voudrait dire aussi la levée des sanctions, voudrait dire la réintégration de l'Iran dans la communauté internationale, et ça ne va pas dans l'intérêt de M. Netanyahou, aussi pour faire oublier ces crimes de guerre à Gaza. Aujourd'hui, on voit qu'on parle quasiment plus dans les médias occidentaux de Gaza. Toutes les attentions sont maintenant tournées vers d'abord Israël et ensuite l'Iran, et également pour aussi refuser le plan de la création de l'État palestinien, en tout cas virtuellement. Donc, vous voyez bien qu'il poursuivait plusieurs objectifs. Donc, Vous on parlez de la constate réunion, hein. aussi Vous parlez de la réunion qui est prévue la réunion à New York, à New qui York a le 7 juin. été effectivement Mhm. lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été bien évidemment ajournée. Comme vous l'avez dit, les autorités iraniennes ont commencé à vouloir normaliser leurs relations diplomatiques avec les pays arabes de la région, et à commencer par l'Arabie saoudite, mais également, comme vous l'avez dit, même Bahreïn. Récemment, le ministre iranien des Affaires étrangères était en Égypte. Donc, effectivement, on constate à quel point ces pays, d'ailleurs, ont condamné les frappes israéliennes, et aussi la Turquie, et bien évidemment, vous le savez mieux que moi, l'Algérie. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a absolument pas d'unanimité quant à l'approbation de ces frappes israéliennes contre l'Iran. Très bien. Claude Janvier, vendredi, un communiqué de l'Élysée après l'attaque sioniste, où on pouvait y lire Israël a le droit de se défendre. Cela désavoue un peu la doctrine française tracée par le général de Gaulle, qui avait dit en novembre 1967 à un ambassadeur sioniste, si Israël est attaqué, nous ne la laisserons pas être détruite, mais si vous attaquez, nous condamnerons votre initiative. Comment vous expliquez l'entorse de la doctrine, ou devrions-nous dire la trahison de la doctrine gaullienne avec ce qu'on entend avec l'actuel résident à l'Élysée? Mais vous savez, la trahison, comme vous venez de le souligner, de l'esprit donc du général de Gaulle, c'est venu après son départ. Ça veut dire que Ça veut dire que le général de Gaulle a été le seul président français non atlantiste. Tous les présidents français après lui, c'est-à-dire que donc de Georges Pompidou jusqu'à Emmanuel Macron, ont tous été sans exception des atlantistes convaincus, donc des présidents inféodés aux USA, à la puissance donc états-unienne. Donc il est bien évident que la tradition ou même le chemin politique laissé par le général de Gaulle est malheureusement bien loin derrière nous. Le clou, je dirais, vraiment vient d'être enfoncé avec Emmanuel Macron depuis 2017, puisque sa politique, aussi bien intérieure à la France ou extérieure, est un véritable fiasco. Donc, alors, si vous le permettez, pour en venir un peu Je vous en prie, à ce qui allez-y. vient de se passer entre Israël, les bombardements donc Israël en Iran,
Effectivement, moi je suis scandalisé par les gros titres donc de la presse occidentale et surtout de la presse française de bombardements préventifs. Comme vous l'avez souligné, c'est en violation totale du droit international. Mais le droit international étant un droit finalement imposé par les Américains, puisqu'en fait les Américains pratiquent l'extraterritorialité de leurs droits depuis malheureusement fort longtemps, depuis trop longtemps. Donc en réalité, les pays protégés par les USA font ce qu'ils veulent. Et les Américains, d'ailleurs, font ce qu'ils veulent aussi. Mais un bombardement préventif, c'est vrai que je n'avais jamais vu ça. Ça veut dire qu'une nation aujourd'hui, si elle est couverte par l'oncle Sam, eh bien, elle a le droit d'aller bombarder préventivement son voisin en créant malheureusement des morts, en créant de la désolation, en créant de la tristesse. Il faut quand même souligner que l'Iran n'a jamais attaqué personne. De mémoire, je n'ai pas mention effectivement d'un pays belliqueux. En revanche, Israël, lui, en tant que pays belliqueux, se pose là, bien évidemment. Ça fait 25 ans quand même que qu'on nous bassine, passez-moi l'expression en France, avec le nucléaire iranien. Ça fait 25 ans que j'en entends parler, sous des prétextes à la fois fallacieux qu'il ne faut pas que l'Iran ait la puissance nucléaire, etc., etc. Mais enfin, ce qui est quand même étonnant, si vous voulez, ce que sont les pays qui possèdent la bombe atomique qui décident aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, quels sont les pays qui doivent avoir la bombe. C'est intéressant venant de la part de pays qui ont déjà la bombe et qui peuvent s'en servir comme ça demain. D'ailleurs, les USA l'ont prouvé, puisqu'en fait, ils ont quand même lancé 2 bombes atomiques sur le Japon à la fin de la guerre 39-45, alors que le Japon était sur le point de capituler. Mais ça, c'est un autre débat. Démocratie. Mais quand même, je le mentionne parce que c'est le seul pays au monde à avoir quand même lancé ouvertement des bombes atomiques sur un autre pays, quand même. On en vient maintenant au concept le fameux concept de guerre préventive. On entend depuis quelques jours, voire même des années, le concept de guerre préventive. C'est comme ça qu'il faudrait qualifier déjà certaines frappes sionistes contre l'Iran, enfin, d'après les officiels sionistes, comme prétexte qu'on aurait le droit de se défendre avant même d'être attaqué. Ce concept, je le disais, a été utilisé il y a des années, en 2003, pour justifier l'invasion en Irak, au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas, alors que le concept de guerre préventive, vous nous le dites, n'existe pas, Kia Azadeh. Comment on en vient à cette entorse du droit international? Peut-être vous voulez réagir, Claude Janvier, avant de donner la parole à Kia Azadeh. Allez-y. Écoutez, Azadeh, c'est mon prénom, Kia, c'est mon nom de famille. Oui, j'ai bien entendu. Allez-y, Claude Janvier. Ah, c'est d'accord, c'est à moi. Allez-y. Écoutez, moi, je m'en réfère à la déclaration du général Wesley Clark, général américain, donc en 2007. Il a déclaré, je le cite, « Nous allons détruire dans les 5 ans 7 pays. » C'est ses déclarations à lui, ce n'est pas les miennes. 7 pays. Il y avait la Libye, c'est fait. La Syrie, c'est fait. Le Liban, c'est fait. Le Soudan, c'est fait. La Somalie, c'est fait. L'Irak, c'est fait. Reste l'Iran, parce qu'il a cité aussi l'Iran. Donc on voit bien le but de Washington, au moins depuis 2007, c'est-à-dire de soumettre tous les pays du Proche-Orient au diktat judéo-américain. Azadeh Khan, alors ce concept de guerre préventive, vous nous le dites, n'a pratiquement rien à voir avec le droit international. Comment on en arrive presque à l'inclure dans les normes juridiques aujourd'hui? Permettez-moi d'abord de dire 2 mots par rapport aux propos de Monsieur Janvier. Premièrement, les Iraniens n'ont absolument pas besoin d'une bombe atomique. Les Iraniens ne veulent pas entrer dans cette concurrence contre Israël ou n'importe quel autre pays. Jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliards de dollars ont été dépensés pour enrichir l'uranium, alors qu'à l'heure actuelle, 70% de la population iranienne vit sous le seuil de pauvreté, même avant
les frappes israéliennes, ça va aussi s'empirer, vous le savez maintenant. Donc, ces argents auraient dû être dépensés pour le bien-être de la population et non pas pour enrichir l'uranium à 70%. Premièrement. Et ensuite, je pense que même si on est d'accord pour dire que, d'ailleurs, ça remonte aussi à l'époque de George Bush, où il s'agissait de placer des pays dans l'axe du mal et essayer de les éliminer les uns après les autres. D'ailleurs, effectivement, ça s'est réussi jusqu'à un certain point. Mais je pense que la meilleure façon pour ces régimes de ne pas laisser leur pays se faire détruire, c'est d'écouter les revendications de leur population, c'est de démocratiser et non pas s'acharner à les réprimer. Or, ce qu'on voit en Iran actuellement, et même avant, bien évidemment, c'est aussi un régime qui se maintient au pouvoir à cause ou avec une politique de répression féroce de toutes celles et tous ceux qui osent s'opposer au régime et revendiquer la liberté, la démocratie, a commencé d'ailleurs par des femmes. Alors que ces frappes israéliennes aujourd'hui ont beaucoup aussi fragilisé cette même société civile iranienne qui avait eu des acquis depuis en tout cas 2022, le mouvement Femmes et Liberté, mais qui aujourd'hui effectivement se tait et effectivement est très très inquiet pour l'avenir de son pays. Donc moi je pense que je vous laisse poursuivre, oui. Je vous laisse poursuivre, mais c'est vrai que les populations revendiquent une certaine marge de liberté, liberté d'expression, bien entendu, des droits qui seraient distribués à tout un chacun, mais ce qu'évoquait Claude Janvier, c'est la carte de Ralph Peters qui parlait du morcellement de certains pays. Et je ne pense pas que les géopoliticiens américains prennent en ligne de compte ce type de revendication, mais on cible surtout les richesses ou les potentielles richesses de ces pays. Monsieur. Voilà. Non, tout à fait, mais moi je les prends en compte. Je pense qu'un véritable régime fort ne peut pas se faire facilement renverser par un complot américain, israélien ou je ne sais quel autre pays. Mais c'est arrivé, pardonnez-moi Canazadeh, mais c'est arrivé par le passé. Où ça on a vu déjà la Yougoslavie, on a vu déjà certains pays du Moyen-Orient. Non. La Syrie, on a vu un peu avec la Libye. Non, la Syrie de Bachar al-Assad n'est pas un régime démocratique. Mais c'est pas un critère la démocratie, c'est-à-dire chaque pays doit suivre son propre rythme. Peut-être qu'ils en viendront à la démocratie. Je pars pour l'Iran, monsieur. Je pars pour l'Iran. Non, vous m'avez posé la question de donner des exemples, je vous ai répondu. Les exécutions sommaires continuent encore aujourd'hui. L'Iran est sous les bombes israéliennes, mais les exécutions sommaires des prisonniers politiques continuent. Des femmes continuent à être arrêtées. Et j'en passe et d'autres. Donc non, ça c'est pas une politique qui va vers un État fort, qui va vers la construction d'un État fort. Mais est-ce que les bombardements solutionneraient ce type de problématique? C'est ça la question. Voilà. Écoutez, j'étais la première à être sur les antennes en France pour dénoncer ces frappes illégales israéliennes et de dire que ces frappes étaient non seulement illégales mais sont en train de détruire l'Iran. Je l'ai dit haut et fort qu'en tant que franco-iranienne, j'étais choquée du soutien du président Macron de ces frappes sous prétexte que c'est des frappes préventives alors que c'est Israël qui a attaqué l'Iran, c'est pas l'Iran qui a attaqué Israël. Mais en même temps, je veux dire, les régimes, pour qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient soutenus réellement par leur population, c'est-à-dire moyennant la démocratie et les libertés. Parce que Azadakian, on a déjà entendu ce leitmotiv, c'est-à-dire entre guillemets, de répandre la démocratie avec des bombes. C'est un peu un concept faire la guerre sans l'aimer, c'est-à-dire on a entendu ça d'après 2001, c'est-à-dire qu'on imposerait la démocratie avec des bombes, sauf que les bombes c'est du sang, de la souffrance des veuves, des orphelins. Bien sûr.
C'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui en Iran. Et c'est la raison pour laquelle je dénonce avec force et détermination les frappes israéliennes contre l'Iran, que je dénonce le soutien d'un certain nombre de pays occidentaux pour ces frappes israéliennes, parce que je vois, encore une fois, que c'est la société iranienne aussi, c'est pas seulement les installations nucléaires ou militaires qui sont visées, c'est aussi la société civile iranienne qui est en train d'être visée par ces frappes. Personne n'a jamais créé la démocratie en larguant des bombes, monsieur, ni sous George Bush, voilà. ni aujourd'hui. Et vous avez raison, vous avez raison de nous en parler de cette fameuse société iranienne qui souffre aujourd'hui sous les bombes et qui se bat aussi pour ses droits. Elle en a tout à fait le droit et la raison. Claude Janvier, on en revient à ce concept de guerre préventive qui a été développé par une nouvelle de science-fiction, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Philippe Cadix, d'ailleurs mis en scène par Steven Spielberg, est-ce un hasard? Je parle de Minority Report. On parle d'une guerre préventive à travers un système qui consiste à arrêter les individus avant qu'ils ne commettent des crimes. Alors la nouvelle est sortie en 1956, Minority Report, qui alertait sur les dérives d'un crime puni avant qu'il ne soit commis. C'est la guerre préventive qui est une forme de totalitarisme. L'Occident semble y souscrire de plus en plus, c'est-à-dire qu'il l'intègre dans des normes juridiques. On en parlait tout à l'heure de la fameuse guerre des George Bush contre l'Irak avec Colin Powell qui montrait un peu les fioles d'anthrax à l'ONU. C'est devenu une norme au sein de l'Occident, cette fameuse guerre préventive. Ah, mais absolument, et vous avez raison de faire le parallèle avec Minority Report, que c'était effectivement un excellent roman et un excellent film d'ailleurs, je l'ai vu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la police de la pensée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus en plus, on va vers des régimes où presque on va plus avoir le droit de penser, on va plus avoir le droit de peut-être apporter un soupçon de voix dissonante, et il va falloir de toute façon de plus en plus bien rester dans le moule, vous voyez, et ça c'est hyper grave. Et c'est vrai que si on reprend cette affaire de bombardement préventif, on voit bien que sous des prétextes fallacieux, les États-Unis se sont déchaînés depuis les attentats du 11 septembre et ont déchaîné vraiment, malheureusement, les bombardements intensifs, que ce soit au Proche-Orient et maintenant, évidemment, en Ukraine, via l'OTAN. Mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement, d'un bon nombre de pays du Proche-Orient sont détruits, alors qu'en fait, sous des mensonges fallacieux. Je me rappelle très bien cette affaire d'Irak. Effectivement, vous avez eu raison de le souligner, Colin Powell agitant sa petite fiole là, alors qu'en fait, il savait très bien qu'il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. Vous avez mentionné l'ex-Yougoslavie, effectivement, et tout ce qui s'est passé au Kosovo, c'est exactement la même chose. Et le problème, c'est que de plus en plus en Occident, et certainement dans d'autres pays aussi, les médias propagandistes sont à l'œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et de plus en plus, les mensonges véhiculés par les médias propagandistes finissent par désinformer totalement une grande majorité de la population. Rappelez-vous les fameux charniers de Timisoara. Ça avait été un coup monté pour accuser Ceausescu à l'époque, le dirigeant de la Roumanie, alors qu'en réalité, ils avaient déterré des corps et des cadavres du cimetière du coin. Ils avaient fait tout un montage. L'Irak, le montage, effectivement, vous l'avez évoqué, je viens de l'évoquer, mais je me souviens aussi, et c'était pourtant il y a quelques années de cela, que j'ai été absolument scandalisé quand des présentateurs à la télévision française disaient que voilà, il y a des bombardiers américains au-dessus de Bagdad, mais ils font des frappes, rassurez-vous, ils font des frappes chirurgicales. Comme si une frappe était chirurgicale. Ça veut dire qu'on avait l'impression, avec les présentateurs des
grands, entre guillemets, médias propagandistes avaient l'impression que presque ils allaient cibler la porte d'entrée d'un appartement et juste tuer un commandant militaire. En réalité, c'est totalement faux. Et on voit bien que tout ça, c'est du mensonge éhonté. Malheureusement, ça amène, comme toujours, de la destruction, du chaos, des gens qui souffrent et des morts de civils inutiles. Merci. En plus, j'ajouterais à cela, si vous le permettez, que bombarder des centrales nucléaires, qu'elles soient civiles ou militaires, est irresponsable. Irresponsable parce que si une centrale militaire ou civile nucléaire se met à fuir, qu'il y a des fuites radioactives, mais c'est tout le monde qui va en souffrir. C'est-à-dire, c'est le pays, évidemment, sur lequel la centrale est construite, mais aussi les pays voisins. Donc, on voit bien cette irresponsabilité totale. Les déchets radioactifs. Totale. Vous parlez des déchets radioactifs qui risquent d'être répandus. Azadeh Kia, comment vous voyez les prochaines semaines? Je vous laisse la conclusion, moins d'une minute s'il vous plaît. Écoutez, moi j'espère que Poutine et Trump, parce qu'il faut des intermédiaires pour mettre fin à cette guerre dévastatrice. Ce soir, par exemple, Trump avait proposé que Poutine puisse intervenir. Je pense que il faut tout faire. Alors malheureusement, l'ONU n'a plus de pouvoir pour faire quoi que ce soit, donc il revient aux puissances d'intervenir et d'essayer d'arrêter cette guerre. C'est la seule chose. Alors, les autorités iraniennes, comme vous le savez, ont annoncé qu'ils arrêteraient d'envoyer des missiles sur Israël lorsque Israël arrêtera d'attaquer l'Iran. Et donc, là, je pense que l'intervention de Trump est vraiment nécessaire parce que Israël, vous le savez, est armé, financé par les Américains. On espère qu'il y aura une médiation pour qu'en effet cessent les violences de part et d'autre. Ça sera tout pour l'émission du jour. Alors avec moi ce soir, Ken Azadeh, spécialiste de l'Iran et également professeur en sociologie politique. Merci d'avoir été avec nous, Ken Azadeh. Je vous dis à bientôt. Également l'écrivain Claude Janvier. Merci à tous les deux d'avoir nourri les échanges et je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News et je vous dis à demain.